Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de cette leçon consacrée à Sailor Moon R, la deuxième saison de l'anime Sailor Moon de 92. Dans cette première partie, nous avons parlé de la transition entre la saison 1 et la saison 2, de l'arc filler, et surtout, nous avons grandement développé notre avis sur le personnage phare de Sailor Moon R, Chibiusa. Et comme promis, nous ne parlerons pas de Chibiusa, sauf si c'est vraiment nécessaire. N'est-ce pas? Promis juré. Bien. Alors passons à la suite. Comme nous nous sommes beaucoup focalisés sur Chibiusa, j'ai l'impression qu'on n'a pas dit grand chose de positif sur Sailor Moon R. Et même si ce n'est pas notre saison préférée, elle possède tout de même plusieurs qualités. Commençons par le point le plus positif, l'évolution d'Usagi. Dans la saison 1, Usagi était une héroïne bourrée de défauts, et son caractère lui avait parfois valu de nombreuses critiques. Critiques sur lesquelles nous sommes largement revenus dans notre précédente leçon sur Sailor Moon. Dans Sailor Moon R, Usagi évolue de façon positive. Fini la jeune fille froussarde et pleurnicharde face à un ennemi. Désormais, Usagi n'hésite plus à se lancer dans un combat. Qu'elle soit seule ou accompagnée, elle passe à l'action. Elle n'a plus peur de prendre des coups, et elle en donne en retour si nécessaire. Elle est aussi moins maladroite, et elle est prête à donner sa vie pour défendre la paix, l'amour et la justice. Du coup, les combats d'Usagi sont beaucoup plus classe qu'avant. C'est vraiment cool de voir l'héroïne évoluer dans le bon sens, et ça rebooste mon intérêt et mon attachement pour le personnage. Usagi prend désormais son rôle de Sailor très au sérieux. Elle s'est endurcie, et on sent qu'elle a gagné en expérience. Elle a aussi corrigé certains de ses défauts, et même s'il lui arrive parfois d'avoir peur ou de se sentir découragée, elle surmonte les moments difficiles parce que Sailor Moon doit rester un symbole de force et de justice. Cependant, Usagi reste fidèle à elle-même. Elle est toujours aussi gourmande et nulle à l'école, elle fait des blagues, elle gaffe beaucoup, et elle est toujours aussi gentille, sincère et spontanée. Elle est devenue un véritable pilier au sein des Sailor, mais elle a su rester cette héroïne imparfaite qui fait le charme de la série. Usagi a aussi gagné en maturité. Même si elle se chamaille beaucoup avec Chibiusa, même sans connaître ses véritables intentions, elle fait tout pour la protéger lorsqu'elle se retrouve en danger, et elle fait preuve d'une bienveillance sans limite envers la petite fille. Même si Usagi joue le rôle de la méchante grande sœur avec Chibiusa, derrière les moqueries et les disputes, elle ressent une envie sincère de la protéger. Elle est même prête à mettre sa vie en jeu pour ça. Et c'est aussi pour ça que je déteste Chibiusa. À côté de cette évolution bénéfique d'Usagi qui fait vraiment plaisir à voir, Chibiusa lui oppose un comportement insupportable, ce qui ne m'aide absolument pas à aimer ce personnage. On sent également que la puissance de Sailor Moon a augmenté. Déjà, elle reçoit un nouveau sceptre. Certes, on voit qu'elle se débrouille mieux en combat, mais surtout, son esprit s'est aussi renforcé. Elle résiste à plusieurs reprises à l'hypnose du prince Diamond, l'un des méchants, ainsi qu'aux illusions du très grand méchant, les mêmes illusions que Chibiusa n'a pas réussi à combattre. Et ce qui est encore plus cool, c'est que cette augmentation de la puissance de Sailor Moon nous est montrée de façon subtile. Ce qu'on veut dire, c'est que dans les shonen par exemple, pour montrer que la force ou la puissance d'un personnage augmente, on insiste lourdement dessus, par un changement de design d'animation, par une explication très détaillée, ou par les réactions des autres personnages. Et c'est absolument pas une critique, juste un constat. Bref, l'évolution de Sailor Moon est vraiment le gros plus de cette saison. D'autant plus que je ne m'attendais absolument pas à un si grand bond en avant dans le développement du personnage. Donc rien que pour ça, je mets un cœur sur Sailor Moon R. Passons maintenant à un point à la fois positif et négatif, les méchants. On l'a dit, les méchants dans Sailor Moon R sont un groupe qui se fait appeler le clan Black Moon. Au niveau du visuel et de l'organisation au sein du clan, on est sur du très classique pour Sailor Moon, car on retrouve notre incontournable hiérarchie en forme de pyramide. A la base, on a les 4 sœurs Ayakashi, qui sont sous les ordres de l'un des lieutenants, Rubeus. Au même niveau que Rubeus, on retrouve également Emeraude et Saphir. Encore au-dessus, on a le chef, le prince Diamond. Enfin, celui qui croit être le chef. Parce que, encore au-dessus, on retrouve le véritable grand méchant, celui qui manipule tout le monde pour parvenir à ses fins, Wiseman, appelé aussi Death Phantom. Les méchants vont se confronter les uns après les autres aux Sailor en fonction de leur place dans la pyramide. Et à la fin, tout le monde va être surpris de découvrir que le chef se fait en fait manipuler par le véritable grand méchant. Et que veulent-ils, ces grands méchants? Mais ce que veulent tous les méchants dans Sailor Moon, voyons! Se venger! Vengeance qui consiste la plupart du temps à détruire la Terre, la plonger dans les ténèbres, aspirer l'énergie vitale des terriens, barrer la mention inutile. Et c'est justement cette vengeance qui cause souvent la perte du chef des méchants. Il est tellement aveuglé par sa vengeance qu'il ne se rend même pas compte qu'il se fait manipuler par le très grand méchant. C'était déjà le cas pour Queen Beryl qui se faisait manipuler par Queen Metalia dans la saison précédente, et là encore l'histoire se répète entre le prince Diamond et Wiseman. Mais du coup, vu que les méchants sont si prévisibles, c'est pas un petit peu ennuyeux? Eh bien... oui et non. Alors là faut que tu m'expliques. Bah oui, c'est ennuyeux, parce que dès que tu as vu le premier combat avec les nouveaux méchants, tu sais parfaitement que tous les autres vont se ressembler. Ils ont toujours les mêmes motivations,
et les mêmes modes opératoires. Cependant, je trouve que les personnages de méchants sont toujours intéressants. Perso, je les trouve un peu interchangeables d'une saison à l'autre. On retrouve toujours les mêmes types de méchants dans Sailor Moon. Celui qui devient gentil au contact des Sailor, celui qui était gentil avant mais qui est devenu méchant plus ou moins consciemment, le méchant qui se laisse manipuler à cause de l'amour ou de l'affection qu'il éprouve pour un autre méchant, le méchant qui se laisse aveugler par son désir de vengeance, etc. Et même si les méchants ont toujours une apparence humaine, le très grand méchant, lui, se présente davantage comme une entité maléfique sans réel corps. Mais justement, je trouve ça fort de réussir à m'attacher à chaque fois à des personnages qui ne sont que des déclinaisons du même type. À chaque fois, leur histoire personnelle me touche. Comme tu le disais, il y a toujours le méchant qui devient gentil au contact des Sailor. Ce qui montre bien que ce n'est pas juste le bien d'un côté et le mal de l'autre. C'est plus subtil. Cela montre aussi que l'on ne choisit pas forcément d'être méchant. Parfois tout partait d'une bonne intention, comme sauver sa planète. Mais avec le temps, on perd son objectif des yeux, ou alors on est tellement obnubilé par cet objectif que l'on se retrouve prêt à tout pour y parvenir. Et c'est à ce moment-là que le vrai mal arrive. Comme tu le disais, le grand méchant n'a jamais une apparence humaine, tangible, concrète, comme pour montrer que le mal n'est pas forcément incarné par une personne. C'est plus un concept qui peut prendre n'importe quelle forme. Comme pour Wiseman, ça peut juste être cette petite voix qui te souffle des idées noires à l'oreille, mais que tu ne peux pas t'empêcher d'écouter. Et cette petite voix profite de tes faiblesses ou de tes sentiments négatifs. Après, l'avantage avec l'animé, c'est justement sa longueur. Plus il y a d'épisodes, et plus on a le temps de développer et de faire évoluer les méchants. Plus que dans le manga en tout cas. Et même si on peut avoir l'impression que c'est toujours la même chose, non seulement on arrive à nous faire apprécier les mêmes types de personnages, mais en plus, on arrive à apprécier les personnages de méchants. Revenons un petit peu sur les Sailor quelques instants. Il y a une caractéristique qui était déjà présente dans la saison 1 et qui est toujours aussi importante dans la saison 2, l'amitié entre les guerrières Sailor. On sent que les filles forment un groupe soudé qui a appris à apprécier les qualités et les défauts de chacune. On les voit passer beaucoup de temps ensemble, que ce soit pour vivre des moments banals du quotidien ou pour discuter ennemis et stratégies. En combat, on sent également qu'elles sont très à l'aise avec le travail d'équipe. Elles sont plus efficaces, elles combinent leurs attaques, etc. Le seul truc que l'on pourrait regretter, c'est que l'anime ne s'attarde pas assez sur chacune des Sailor. Attention, il le fait avec des épisodes centrés sur l'une ou l'autre des Sailor, et c'est beaucoup plus présent que dans le manga. Mais on aimerait toujours en voir plus. Encore une fois, Sailor Moon tient une place importante. Ne parlons même pas de Chibiusa. En plus, je trouve que les épisodes consacrés aux Sailor sont un petit peu moins prenants, un petit peu moins émouvants que ceux de la saison 1. J'aimerais aussi profiter du fait qu'on ait un peu plus de temps pour m'attarder sur l'amitié entre Usagi et Rei. L'amitié est très présente entre toutes les filles, et Usagi serait prête à faire n'importe quoi pour n'importe laquelle de ses amies. Mais on sent tout de même, et ce dès la saison 1, que l'amitié entre Usagi et Rei diverge un peu de celle entre Usagi et les autres filles. Elle semble plus forte, plus mise en avant, comme s'il y avait un petit quelque chose en plus. Et je ne parle pas d'attirance ou d'amour, mais vraiment un niveau d'affection supplémentaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est un petit peu dur à expliquer tellement c'est subtil dans l'animé. Usagi et Rei peuvent passer leur temps à se disputer et à se moquer l'une de l'autre, à se demander parfois comment elles peuvent être amies, tellement on a l'impression qu'elles peuvent pas se supporter. Rei est quelqu'un de têtu et qui a du mal à exprimer ses sentiments envers les autres. Elle peut aussi se montrer très dure et très froide, et c'est sa façon à elle d'exprimer son affection. Vous savez, c'est un petit peu comme l'archétype de la personne qui n'arrive pas à se montrer gentille avec la personne qu'elle aime. Rei est un peu comme ça au premier abord. Et c'est un cliché qui pourrait rapidement devenir chiant, mais ici ce n'est pas le cas. Certes, Usagi et Rei peuvent passer leur temps à se chamailler pour des broutilles, mais dans les moments plus sérieux ou quand le besoin se fait sentir, elles n'ont aucun mal à se dire avec la plus grande sincérité et spontanéité qu'elles s'aiment, qu'elles se soutiennent et qu'elles sont la l'une pour l'autre. Lorsque la situation l'exige, Rei peut se montrer très douce avec Usagi. En combat, elle est souvent la première guerrière Sailor à s'interposer pour la protéger, et son affection pour Usagi est plus forte que sa fierté, son orgueil ou son entêtement. En fait, Rei est à l'image de l'élément qui lui a été attribué, le feu. Rei peut s'enflammer très rapidement, quelle que soit la situation. Et surtout, lorsqu'elle engueule Usagi, c'est pas pour être méchante, c'est parce qu'elle s'inquiète pour son amie, ou alors c'est pour la faire réagir, parce qu'Usagi a parfois besoin qu'on la bouscule un peu, et ça, Rei l'a très bien compris. On sent bien le lien tout particulier qui existe entre Rei et Usagi, et elles partagent vraiment une belle amitié. Donc oui, ce n'est pas pour rien que nous aimons autant Sailor Moon, puisque la série contient l'une de nos amitiés et l'une de nos histoires d'amour préférées. Mais que voilà une transition parfaite pour passer à la suite. De rien. J'aimerais revenir sur un autre point qui m'a beaucoup énervé durant cette saison. Bien plus que le personnage de Chibiusa personnellement. Et j'ai promis de ne pas en parler si ce n'est pas nécessaire. Et même si rien ne m'énerve plus que Chibiusa dans cette saison,
Je suis d'accord avec toi, parce que je sais ce que tu vas dire. J'ai beaucoup de reproches à faire sur le personnage de Mamoru durant cette saison. Et pareil pour son alter ego, l'homme masqué. Commençons par ce dernier. Vous vous souvenez ce qu'on a dit sur l'évolution positive de Sailor Moon? Et bien malgré ça, l'homme masqué intervient à chaque fois pour l'aider durant tous ses combats. Et ça m'énerve, parce que d'un côté, la série nous fait bien comprendre qu'Usagi arrive à se débrouiller toute seule maintenant, et d'un autre côté, elle se contredit parce qu'elle trouve toujours une excuse pour que l'homme masqué vienne l'aider dans un combat. En plus, c'est toujours amené de façon maladroite. Le combat commence, Usagi maîtrise parfaitement la situation, et là, d'un coup, elle perd tous ses moyens, tu sais pas pourquoi. Ou alors elle se retrouve dans une mauvaise passe, mais elle a même pas le temps d'essayer de réagir pour trouver une solution, que bim, l'homme masqué apparaît. Mais mec, on t'a rien demandé. En plus ça m'énerve, parce que le mec arrête pas de l'encourager pour qu'elle devienne plus forte, mais il la laisse pas se débrouiller toute seule en combat. Ça donne quand même vachement l'impression qu'il a pas confiance en elle ou en ses capacités. Oh, et puis ça fait chier. Ça rappelle que même si Sailor Moon est devenue plus forte, elle a tout de même besoin de l'intervention d'un homme pour réussir. Je veux dire, le mec lui vole la vedette dans sa propre série, c'est pas abusé? Mais va te créer un spin-off et laisse-nous tranquille. On en a rien à faire de tes roses et de tes phrases pseudo-poétiques de merde. Stop. Je pense que les étudiants ont parfaitement compris où tu voulais en venir. Et puis c'est pas bon de t'agiter comme ça. Mais ça m'énerve, tu peux pas savoir. Que l'homme masqué intervienne souvent dans la saison 1, c'est logique, puisqu'on nous montrait que Sailor Moon était une quiche en combat et avait besoin de soutien. Mais dans la saison 2, c'est plus pareil. Je ne dis pas qu'elle n'a plus besoin d'aide, mais pas systématiquement. Le problème, c'est que comme tu le dis, désormais Sailor Moon n'a plus autant de besoin qu'avant d'être épaulée durant ses combats. Et du coup, le rôle de l'homme masqué devient presque obsolète. Cependant, plutôt que de réduire les apparitions du personnage ou de faire évoluer son rôle, on a continué à l'intégrer dans la série avec la même logique que celle de la saison 1. Sauf que ce n'est pas cohérent, et cela rend juste le personnage inintéressant, vu qu'il n'évolue pas, et énervant, parce qu'on a très bien compris que la série pouvait faire pareil, voire mieux, sans lui. Et je suis sûre que si la situation avait été inversée, imaginons, l'homme masqué est le héros de la série, et Sailor Moon son love interest. Je suis certaine que les apparitions de Sailor Moon auraient été réduites avec le temps. Tout simplement parce que Sailor Moon est une fille, et l'homme masqué un garçon. Mais là la série fait du forcing, parce que l'homme masqué est le seul personnage masculin, et que l'héroïne ne peut pas se débrouiller toute seule, parce que c'est une fille. Je pousserai peut-être pas la réflexion jusque là, mais c'est un petit peu l'impression que ça donne. Et c'est très frustrant, parce que moi ce que je veux voir, c'est Sailor Moon, la célèbre guerrière, mettre la misère aux méchants, pas un mec en costume de magicien. Frustrant et énervant. Mais ça c'est pour l'homme masqué. Mais pas de jaloux, parce que Mamoru est aussi pas mal agaçant dans cette saison. Je pense que je vais prendre le relais, le temps que tu te détendes un peu. T'as raison, faut que je boive du café. Pas vraiment ce que j'avais imaginé niveau détente, mais bon. Donc Mamoru, vous vous souvenez dans la première partie de la leçon, on vous avait précisé qu'au début de la saison, il se met à faire des rêves / visions dans lesquels une voix le met en garde. S'il continue sa relation avec Usagi, le monde sera détruit et Usagi mourra. Et vu que ces visions sont de plus en plus récurrentes, Mamoru commence à flipper grave pour Usagi. Et la seule solution qu'il a trouvée pour résoudre ce problème, c'est de quitter Usagi. Mais comme Usagi n'arrive pas à le croire et continue à l'aimer, il est obligé de la repousser à plusieurs reprises, de lui dire des paroles blessantes, de l'ignorer, de la faire pleurer, etc. Mamoru est persuadé que le seul moyen de protéger Usagi, c'est de l'éloigner de lui. Est-ce que c'est pas la solution la plus pourrie du monde? Sérieux! Le mec, il réfléchit même pas 2 secondes. Ses visions, ça pourrait être, je sais pas moi, peut-être un coup des méchants pour justement l'éloigner d'Usagi. Mais plutôt que d'en discuter avec la première intéressée pour trouver une explication, une solution efficace ensemble, non, il préfère prendre une décision tout seul, dans son coin. Oh, et après il voudrait qu'on pleure sur son malheur, parce que tu comprends, ça le rend triste de rendre Usagi triste. Mais Mamoru, je t'invite bien cordialement à aller te faire... Ça suffit, tu deviens beaucoup trop vulgaire. Et alors, c'est mérité. En plus, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Oui, mais toi tu es la prof, tu es censée montrer le bon exemple, et moi le mauvais. Donc respire, et donne-moi ce café. Mais ça m'énerve! Va te faire du thé! Voilà. Vous l'aurez compris, le personnage de Mamoru / l'homme masqué est très mal exploité dans Sailor Moon R. Ils ont intégré une séparation pour remettre une couche de drame sur la relation Usagi-Mamoru, mais c'était inutile et mal amené. Et les interventions de l'homme masqué pour rappeler qu'il existe sont inutiles et énervantes. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour Mamoru, ça a fait assez de dégâts comme ça. Et sinon, on pourrait aussi parler de l'attitude de Mamoru dans le manga, parce que c'est bien pire que dans l'animé, hein. Je refuse catégoriquement de me laisser avoir par un piège aussi peu subtil.
Notre avis sur Mamoru s'arrête ici, point final. Oh, t'es vraiment pas marrante. Bon, maintenant que tout le monde s'est détendu, on va pouvoir aborder notre dernier point. Et on a choisi quelque chose de plus sympa pour terminer. Mais attention, ça va spoiler. Chibiusa n'est pas le seul nouveau personnage important de l'univers Sailor Moon à être intégré dans Sailor Moon Air. Et contrairement à Chibiusa, cet autre nouveau personnage est beaucoup plus intéressant, puisqu'il s'agit d'une nouvelle Sailor. Sailor Moon Air marque l'apparition de Sailor Pluton. Apparition qui s'annonce très excitante pour deux raisons. D'une part, elle vient confirmer une hypothèse. Chaque Sailor représente une planète de notre système solaire. Et pour le moment, nous n'en avons rencontré que 4. Mars, Mercure, Jupiter et Vénus. La grande question était, la série a-t-elle prévu une Sailor pour chacune des planètes restantes? Sailor Pluton vient effectivement nous orienter sur une réponse favorable. Car si Sailor Pluton existe, alors cela veut peut-être dire qu'on va avoir droit à encore plus de Sailor. Et avant que vous nous fassiez la remarque, oui, Pluton n'est plus considéré comme la 9e planète de notre système solaire. Mais bon, c'est trop tard pour changer le manga maintenant. D'autre part, Sailor Pluton est la première Outer Senshi que nous rencontrons. Vous vous souvenez, Mars, Mercure, Vénus et Jupiter forment le groupe des Inner Senshi, car leurs planètes font partie du système solaire interne. Dans le manga, ça signifie qu'elles forment la garde rapprochée de la princesse Serenity. Donc Neptune, Uranus, Saturne et Pluton forment le groupe des Outer Senshi, leurs planètes faisant partie du système solaire externe. Sailor Pluton a été chargée d'une mission très spéciale. Elle est la gardienne de la porte du temps et de l'espace. Si quelqu'un tente de passer cette porte, Sailor Pluton doit l'éliminer, car personne n'a le droit de briser le grand tabou. À cause de cette mission, elle est considérée comme la Sailor solitaire, dont personne ne connaît l'existence. Sailor Pluton serait aussi la fille du dieu grec Chronos, et elle possède un immense sceptre en forme de clé, décoré d'un grenat, dont Sailor Pluton tire ses pouvoirs. On suppose que seul son sceptre, qui fait d'ailleurs énormément penser à une Keyblade, peut ouvrir la porte du temps. Sailor Pluton est aussi la guerrière la plus âgée, la plus sage et la plus mature. Elle s'est nouée d'amitié avec Chibiusa, et c'est elle qui lui a confié une clé du temps afin que Chibiusa puisse retourner dans le passé. Et malheureusement, c'est tout ce que nous apprendrons sur Sailor Pluton. Du moins dans l'animé. C'est vrai, et c'est très frustrant. Déjà rencontrer une nouvelle guerrière Sailor, c'est excitant, surtout une guerrière aussi mystérieuse, et au final elle apparaît très peu dans l'animé, et son rôle relève presque de la figuration. C'est vraiment dommage, parce que dans le manga son rôle est tellement plus important, et on peut y voir un meilleur aperçu de ses pouvoirs, qui sont vraiment stylés. Par exemple, les pouvoirs de Sailor Pluton sont basés sur la manipulation du temps, et son attaque la plus puissante est qu'elle peut stopper le temps. Cependant, ce pouvoir est aussi très dangereux, car il lui demande une grande quantité d'énergie qui peut la tuer. On ne vous en dira pas plus, mais on aura l'occasion de vous reparler de Sailor Pluton dans le futur. Pour conclure, Sailor Moon Air n'est effectivement pas notre saison préférée, et les points négatifs que nous avons relevés nous énervent au plus haut point. Cependant, cette saison a aussi de bons côtés qui valent le détour. Et puis c'est Sailor Moon, donc il faut regarder Sailor Moon Air. Et voilà, cette leçon est à présent terminée, et comme d'habitude on espère qu'elle vous aura plu. Les leçons sur Sailor Moon ont toujours un petit quelque chose en plus pour nous, et nous sommes très contentes d'avoir pu, encore une fois, partager un peu de notre passion pour ce manga avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de liker, de laisser un commentaire, et surtout de partager la vidéo. Une dernière info avant de nous quitter pour de bon, cette vidéo sera la dernière de cette année scolaire. Comme à son habitude, l'école du shoujo ferme ses portes pour les vacances d'été. Et ce n'est pas tout. Nous avons déjà choisi le sujet de la leçon de la rentrée. Et on a décidé de vous le dire. Vous l'avez peut-être deviné, mais la prochaine leçon sera consacrée à Fruits Basket. Oui, je sais. Enfin! Ça fait tellement longtemps qu'on avait envie de vous en parler. Et pour tout vous avouer, c'est le reboot qui nous a grandement motivés à nous replonger dans la série. Donc passez de bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles leçons à l'école du shoujo. Bye!